Bonjour tout le monde, bienvenue à Refuge, le balado qui vous est présenté par le Service jésuite des réfugiés Canada. Mon nom est Yves Desjardins. Avec moi aujourd'hui, notre directeur national, Norbert Piché. Bonjour Norbert. Bonjour Yves. Et mon collègue jésuite, Marc-André Weselowski, intervenant communautaire, entre autres au service. Bonjour Marc-André. Bonjour Yves, ça va? Ça va très bien, toi aussi? Très bien. Très bien. Fantastique. Alors, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui au programme, une courte revue de presse, quelques nouvelles qui ont retenu notre attention dans les derniers jours. Ensuite, l'éditorial de Norbert sur la question sur le programme, le débat autour du programme de régularisation du statut de certains travailleurs essentiels. Et ensuite, nous vous parlerons un petit peu, une introduction, disons, du programme de plaidoyer ici au service. Débutons donc avec cette revue de presse, quelques nouvelles donc, qui a donc retenu notre attention. Tiens, si on commençait à Rome, Marc-André. Oui, donc, le premier point dans notre revue de presse, c'est que le pape souligne le rôle crucial du service jésuite des réfugiés, comme nous sommes en train de toujours vivre notre 40e anniversaire comme service. Le pape a souligné l'inspiration du père Arrupe, qui était le père général des Jésuites au commencement du service jésuite des réfugiés, et c'est lui qui l'a fondé par son inspiration. Si on n'avait pas le père Arrupe, nous serions pas ici aujourd'hui. En plus, le pape, il a dit que cette mission est d'autant plus nécessaire aujourd'hui car la pandémie de coronavirus rappelle combien, et ça c'est une citation ici, nous sommes tous sur le même bateau. Évidemment, le pape François nous encourage à continuer à de faire ce service auprès des réfugiés, de les défendre, de les accompagner et de les servir. Oui, il y a le coronavirus, mais également dans sa lettre, il parle qu'il y a bien d'autres raisons qui font que notre voyage sur le bateau dont il parle, que notre périple, ou le périple plutôt des réfugiés, et les troubles, et des raisons comme l'exclusion, la marginalisation, ainsi de suite. Oui, certainement, oui. Ça nous mène un peu à notre prochain point à Toronto, n'est-ce pas? Exactement. Vous avez le sens du suivi, Marc-André. C'est très bien. Effectivement, Toronto, on parle de la question de la crise du logement. Une récente étude révèle que les locataires racisés, particulièrement les immigrants et les réfugiés, sont disproportionnellement touchés par la crise du logement. L'étude détermine que la crise du logement à Toronto n'est pas seulement un problème de santé publique, mais aussi une question d'injustice raciale et de déni des droits des immigrants. Les personnes réfugiées sont celles qui sont le plus en situation de crise. La moitié d'entre elles disent de ne pas pouvoir se permettre d'améliorer la qualité de leur logement, par exemple. Le rapport souligne aussi que les nouveaux arrivants vivent particulièrement dans des logements surpeuplés. Enfin, une des personnes responsables de l'étude mentionne « Nous constatons des divisions importantes liées à la race ». Bref, au-delà évidemment des représentations auprès des gouvernements de respecter le droit fondamental au logement pour tous et pour toutes, je pense qu'il faut aussi retenir cette idée qu'il faut lutter contre les inégalités économiques et spatiales croissantes et l'intensification de la ségrégation dans les villes liées à la race et au statut d'immigrants ou de réfugiés. Arriver dans le pays d'accueil, arriver au Canada, oui, c'est une étape importante dans le parcours, dans le voyage des réfugiés. Mais une fois rendu ici, le voyage n'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de défis à relever. Et entre autres, nous, ici au service, au cours de la première année, on se fait un devoir d'accompagner. Bien sûr, il y a les conditions de parrainage nous l'obligent quelque peu, mais au-delà de ça, on essaie du mieux qu'on peut justement de voir à ce que les gens, dans cette première année, et même au-delà dans certains cas, puissent vraiment pouvoir s'installer correctement. N'est-ce pas, Norbert? Oui, non, c'est ça. Ouais. Voilà, ça c'était pour Toronto. Une belle nouvelle, une belle histoire du côté de Saskatoon. À Saskatoon, Fulgence Dagjimana
et Eric James, ils ont déjà ramassé des fonds de 30 000 $ pour parrainer une famille de réfugiés. Alors, 30 000. oui, 30 000. Et avant ça, la chose intéressante, quand Eric James avait seulement 12 ans, il a signé une pétition pour libérer Fulgence de sa prison au Burundi et pour le parrainer au Canada. Donc, Fulgence est venu en tant que réfugié au Canada. Ils se sont rencontrés, Fulgence et Eric, ici au Canada, à Saskatoon. Et ils commencent la continuation de ce travail de parrainage en préparant un dossier de parrainage pour une famille de réfugiés africaines. Wow! Ouais, non, c'est impressionnant, ce genre de choses-là. Quand j'entends ces histoires-là, ça me confirme dans la raison pour laquelle je fais ça. Parce que c'est quelqu'un qui a été parrainé et puis maintenant qui participe dans le parrainage. C'est une belle illustration aussi des interventions qu'on peut faire en milieu scolaire auprès des jeunes, auprès des adolescents. Certainement. Donc déjà, à 12 ans, on est prêt d'aider les réfugiés qui se trouvent à des milliers de kilomètres de chez nous. Hein. Oui, et bon, on a l'impression que ça fait des années, là, mais à la fin de l'hiver dernier, le service, nous, on est allé en milieu scolaire. Je pense entre autres à votre visite à Lennoxville. Oui, c'est vrai, à Lennoxville, à l'université Bishops, où on a pu faire notre exercice Un voyage en exil, le jeu de rôle pour les participants à vivre l'expérience du réfugié. On avait des vrais réfugiés présents parmi nous à ce temps-là. C'était vraiment une belle expérience. C'est une autre belle histoire, Lennoxville. On pourra en reparler dans un autre balado, mais simplement mentionner que c'est un groupe d'étudiants. Oui, vas-y, Marc-André. Il faut continuer à écouter ce balado pour savoir plus d'infos. Simplement dire que des étudiants conscientisés ont mis, comme on dit, l'épaule à la roue et depuis déjà quelques années, parrainent des réfugiés justement à Lennoxville. Bon, on vous racontera plus en détail cette histoire-là peut-être dans le futur. Voilà pour la courte revue d'actualité que nous voulions vous proposer. Maintenant, nous allons du côté de l'éditorial. La parole est à toi, Norbert. Merci, Yves. Oui, puis évidemment, c'est en lien avec toute cette histoire et pour certains controverses sur la question de régularisation là, des statuts des travailleurs essentiels, particulièrement ici au Québec, mais à travers le Canada. Okay. Alors, le premier ministre du Québec, François Legault, il s'est posé la question, on trace la ligne où? Et puis, évidemment, c'était concernant le programme d'octroi de résidence permanente aux personnes à statut précaire qui ont travaillé comme travailleurs essentiels durant la première vague de la pandémie. Question rhétorique finalement, car il avait déjà sa réponse toute faite. Question aussi pour défier quiconque voudrait être trop généreux. Tracer une ligne est comme construire un mur. Une fois que tu traces ta ligne, tout comme quand tu construis un mur, il y a deux côtés. Cette ligne tracée, tout comme le mur construit, est conçue pour séparer. Il y en a qui seront du bon côté de la ligne ou du mur, et d'autres qui ne le seront pas. Et dans ce cas précis des travailleurs jugés essentiels, il y en a qui ne bénéficieront pas du programme de régularisation de leur statut d'immigration. Certaines personnes diront qu'il faut une ligne. Ce sont des tricheurs ou des illégaux qui n'ont pas fait la file comme tous les autres. Louise Arbour, ex-représentante spéciale pour l'immigration du secrétaire général des Nations unies, explique clairement qu'il n'en est nullement ainsi dans l'article de la presse qui a apparu il y a quelques jours. Et aussi, elle en a parlé dans l'émission Tout le monde en parle. Ouais. Elle a dit qu'il y a toutes sortes de raisons qui expliquent pourquoi une personne se retrouve ici avec un statut précaire. Et dans la vaste majorité des cas, ce sont de très bonnes raisons. D'autant plus que, d'après ses dires, on devrait aussi les accepter puisque c'est dans notre intérêt de le faire.
Alors, c'est pas juste une question humanitaire, mais aussi au niveau économique, c'est bon pour nous. Ces gens travaillent à des emplois que personne au Québec ne veut faire. Cueillir nos fruits et légumes, prendre soin de nos personnes âgées, travailler dans des abattoirs, ainsi de suite. Mais à cause de notre croyance ferme que tout le monde doit être traité également, on décide que des personnes à statut précaire ne méritent pas de recevoir la résidence permanente canadienne. Qu'est-il arrivé de faire quelque chose tout simplement parce que c'est la bonne chose à faire? Laissez-moi vous raconter une petite histoire en lien avec cette thématique. Il y avait un parent de 3 enfants qui, un vendredi soir, leur avait dit « Si vous m'aidez dans la cour samedi, le dimanche, on ira faire une sortie ensemble. » Le lendemain matin, vers 9 heures, le premier de ses enfants se présente et commence à travailler avec sa mère. Vers 11 heures, le second se présente et fait de même. Vers 15 heures, le dernier se présente et tout le monde continue à travailler jusqu'à 17 heures. Le dimanche matin, la mère invite ses 3 enfants à participer à la sortie. Le premier ne trouve pas ça juste qu'ils reçoivent la même réponse que les 2 autres qui avaient travaillé moins d'heures. La mère lui répond « Je ne t'ai rien enlevé. J'avais dit qu'on ferait une sortie ensemble si vous veniez m'aider. Je n'avais pas précisé qu'il fallait être là toute la journée. Je savais très bien que tes sœurs avaient d'autres choses à faire avant de venir m'aider. » En écoutant cette histoire, êtes-vous de ceux et celles qui trouvent que la mère est injuste? Aurait-elle dû récompenser davantage le premier de ses enfants selon le fait qu'elle a travaillé plus d'heures que les 2 autres? Pas facile de sortir de cette notion d'égalité à tout prix. On veut traiter tout le monde de façon égale, mais ce faisant, on oublie l'être humain dans tout ça. Finalement, on oublie notre humanité. La bonne chose à faire, la chose humaine à faire est de régulariser le statut de toutes ces personnes à statut précaire. Si on retient seulement une leçon de cette pandémie, ça devrait être la suivante. On est tous et toutes des frères et sœurs dans cette belle famille humaine. Merci beaucoup, Norbert. Merci, Norbert. De rien. Cette question des travailleurs essentiels qui nous est arrivée, si on peut dire, avec la pandémie que nous connaissons depuis le printemps dernier. Bon, c'est devenu un des thèmes principaux de plaidoyer du service ici. On en a fait un thème. Personne ne doit être oublié. Et nous avons eu différentes interventions au cours de l'année. La journée mondiale du réfugié de la fin septembre a porté là-dessus. Nous avons participé à des manifestations également de plusieurs organismes. Probablement que vous avez entendu parler dans les médias électroniques ou la presse écrite. Vous avez probablement vu les différents organismes communautaires, organismes de défense des réfugiés. Bien sûr, c'est une partie des services ou en fait du travail du service jésuite des réfugiés du Canada. C'est donc de faire ce plaidoyer et tout. Mais au sein même du réseau jésuite, si je peux dire, ça va de soi. Ça va de soi que nous soyons impliqués. Permettez-moi de citer, faire une citation qui vient de la conférence jésuite du Canada et des États-Unis. Nous nous engageons à mettre en place une culture d'hospitalité et de solidarité avec les immigrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Nos efforts de défense encouragent des politiques compatissantes et humaines qui honorent la dignité inhérente à chaque personne. Cette idée que derrière tous les cas, derrière tous les dossiers, derrière toutes ces histoires,
mais il y a des personnes, il y a des êtres humains. N'est-ce pas un aspect à ne jamais oublier? C'est essentiel. Faut toujours se rappeler que il y a des personnes, il y a des visages derrière ces chiffres-là. Puis chaque histoire est unique. Pour mieux comprendre la situation des gens, il faut aller à leur rencontre. Marc-André, une partie de ton travail au service, c'est justement cette question du plaidoyer, de parler, de défendre les droits, de dénoncer aussi les inégalités envers les réfugiés, par exemple. Mais il faut quand même aller à leur rencontre d'une certaine façon. Certainement, oui. Dans mon travail avec le Service jésuite des réfugiés, j'accompagne et j'interviens avec mon collègue Franz auprès des personnes réfugiées avec leur intégration, leur établissement ici à Montréal. Et ça pose certains défis, comme toujours. Tout n'est pas réglé dès l'arrivée, dès le départ du pays de persécution et dès l'arrivée au Canada. Mais c'est très important d'avoir cette expérience de proximité et d'interaction avec les personnes réfugiées, parce que sinon les réfugiés restent un sujet abstrait ou restent simplement des chiffres au lieu des personnes. Et c'est ça qui change vraiment notre vue et comment est-ce qu'on dit, presque notre réaction envers tous les enjeux qu'on voit dans les médias, qu'on entend parfois de nos proches concernant les immigrants et les réfugiés. Oui, par exemple, un récent sondage démontre que 40% des répondants au Canada souhaiteraient qu'on réduise le nombre d'immigrants permanents. Pour vous tous et toutes qui écoutez notre podcast, notre balado, qui nous suivent et ceux qui sont intéressés à la question des réfugiés, le travail de persuasion n'est pas difficile. Mais nous avons besoin de transmettre ce message à nos voisins, à nos amis et à nos familles. On a besoin d'expliquer justement à ces personnes comment les migrants, les réfugiés sont une part essentielle de la composition de nos communautés locales et comment de réduire l'immigration signifie de réduire les droits pour des amis, pour des proches, pour des gens qui vivent autour de nous. Ce n'est pas juste que comme tu dis, Marc-André, ce n'est pas juste des chiffres ou ainsi de suite. Ce sont des gens qui subissent l'impact, les conséquences de ces décisions-là, n'est-ce pas? Certainement, oui. Certainement. Les défis, les sujets, le pays est grand. Le service que nous sommes, on a de grands rêves, mais les moyens limités. Il faut travailler en solidarité. Nous aurons probablement l'occasion, lors de d'autres balados, de vous en dire davantage sur des organisations avec qui nous travaillons, autant sur le plan local que provincial et bien sûr national. On voudrait aujourd'hui en mentionner un organisme, c'est peut-être le premier dans la liste, qui est le Conseil canadien des réfugiés. Pouvez-vous me parler rapidement de qu'est-ce que c'est cette organisation? Oui, le Conseil canadien des réfugiés, c'est une organisation qui rassemble toutes les organisations, tous les organismes de bienfaisance qui travaillent auprès des personnes réfugiées et des migrants au Canada. Alors, ça rend les efforts de plusieurs organismes collectifs, en fait. Et c'est ça une des choses qui est très bon. Ça aussi, ça nous aide avec le réseautage, le partage d'informations entre organismes au sein du CCR. Mais le CCR aussi, ça peut être le représentant auprès du gouvernement fédéral, de temps en temps des gouvernements provinciaux, mais surtout le gouvernement fédéral. Il y a une directrice phénoménale qui s'appelle Janet Dench, une avocate en immigration qui a fait des décennies de travail pour les droits des réfugiés, qui rencontre régulièrement le IRCC, l'Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, pour faire du plaidoyer pour les personnes réfugiées, changer les politiques qui sont contre l'hospitalité.
et qui augmentent les injustices pour les migrants. Et ce qui fait la force du Conseil canadien pour les réfugiés, c'est vraiment les membres et la façon qu'ils sont actifs, parce que sans les membres qui fournissent l'information du terrain, le plaidoyer aurait pas le même impact, parce que tu as besoin d'avoir ces informations-là qui viennent des membres. Tu as besoin d'entendre les histoires des personnes qui souffrent de politiques injustes. Alors, c'est très important. Et puis, c'est ce qui... les membres, ils sont très actifs parce qu'ils voient l'efficacité du CCR. On aura l'occasion probablement d'en parler davantage dans le futur du Conseil et des autres organisations, comme je le disais tout à l'heure. Une autre bonne raison de s'abonner à notre podcast, notre balado. Exactement, Marc-André. Tu es en marketing, tu es excellent. Donc, j'en profite, je rebondis sur cette invitation de Marc-André. Abonnez-vous au balado avec sur la plateforme que vous préférez. Comme ça, vous ne nous manquerez pas, et ainsi de suite. Sinon, c'est peut-être l'invitation que nous voulons vous laisser. Visitez et aimez et partagez notre page Facebook. Visitez notre site web canada.jrs.net. Bien sûr, si vous voulez soutenir par un don, toujours par notre site Internet, vous trouverez un bouton, comme on dit, un lien très facile pour pouvoir procéder. On vous remercie à l'avance de votre générosité. Et puis, ce sera une façon pour vous d'alimenter, de vous informer pour ce travail que nous avons à faire. Et nous avons besoin de vous pour justement ce travail de plaidoyer, pour défendre et revendiquer une terre d'accueil, des conditions correctes pour ces personnes qui souhaitent s'installer chez nous et redémarrer leur vie. Voilà, c'est ce que nous avions au programme de ce balado pour aujourd'hui. Au nom de Marc-André et de Norbert, je vous remercie d'avoir été là et à une prochaine. Au revoir. Au revoir, à la prochaine.